Bonjour et bienvenue à la première partie de cette présentation sur la présence de l'ange dans la littérature de montagne. Ce sujet, pour improbable qu'il puisse paraître, s'impose au regard de l'illustration de Charles Huard pour le roman Séraphita d'Honoré de Balzac, dans l'édition de 1927 de ses œuvres complètes présentées par Marcel Boutteron et Henri Longnon. Séraphita sera donc le point de départ de nos recherches. Contrairement au Père Goriot, composé à la même époque en 1835, peu de gens connaissent Séraphita, roman étrange que Balzac a placé à la fin de la Comédie humaine. C'est un livre ésotérique, assez difficile d'abord, car il comporte de longs monologues sur Dieu, la matière, l'esprit, le naturel, le spirituel, etc. Ce que je trouve intéressant dans ce roman, c'est qu'on y trouve la première rencontre entre la figure de l'ange et celle du guide de montagne dans la littérature. Serge Laget, dans un petit essai intitulé Sport et littérature, avait remarqué que c'était une des toutes premières fois que la pratique du ski était présentée dans un roman, mais il n'a rien dit sur la figure du guide. Mon objectif pour cette présentation en deux parties est donc de traiter de la rémanence, de la permanence sous-jacente du triptyque Ange, guide, montagne dans l'imaginaire littéraire français depuis Séraphita. Je sais que c'est un sujet improbable et j'ai vu des points d'interrogation s'allumer dans les yeux de François Garde, président du Salon du livre de montagne de Passy en France, où j'ai fait cette présentation au début des années 2000. Et lorsque j'avais parlé de ce sujet à mon copain canadien Chick Scott, il avait eu une réaction plus extrême encore, il avait éclaté de rire. Chick Scott, grimpeur, skieur, grand historien de la montagne, m'avait alors dit que les guides qu'il avait rencontrés en Europe étaient loin d'être des anges. Cette image illustre ce point de vue iconoclaste. Elle est tirée du Port de la mer de glace de Dominique Potard. Si vous ne connaissez pas ce petit livre, je vous recommande la partie de pétanque sur une vire de la face nord des Drues, tout à fait digne de Tartarin sur les Alpes d'Alphonse Daudet. Plus sérieusement, entre Séraphita de Balzac et le port de la mer de glace de Potard, il y a effectivement un énorme fossé, et on peut se demander ce qu'il peut bien rester de la métaphore rapprochant guide et ange au XXIe siècle. Pourtant, l'année 2005 n'a-t-elle pas marqué la publication de La trace de l'ange d'Antoine Chandelier, dont un film Marco, étoile filante, a été réalisé ? Comment expliquer qu'on arrive à ce retour en évidence de l'image de l'ange dans l'imaginaire de la montagne? C'est qu'en fin de compte, l'ange n'a jamais vraiment disparu. Et comme nous le verrons, on peut en retrouver la trace dans des textes de Joseph Perret, Roger Frison-Roche, Jean Proal, Sam Yvel, Thomas Wharton, Michel Serres, Antoine Chandelier, etc. Donc, comment passe-t-on d'une image emblématique comme celle-ci à une autre comme celle-là? En 2002, j'avais suivi un cours de doctorat sur le romantisme et la montagne dans lequel on avait étudié Séraphita et pour lequel j'avais écrit une dissertation intitulée L'ange et la montagne, du double intérêt de relire Séraphita en 2002, année internationale de la montagne de l'ONU. Dans ce texte, je mettais en parallèle le retour de la figure de l'ange dans l'espace montagnard avec le retour à la mode des anges en général à la fin du XXe siècle. Je prenais en compte les témoignages recueillis, par exemple, dans L'enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovic, ainsi que le roman La traversée de Philippe Labro, À ce soir de Laura Adler, Les Thanatonautes et l'Empire des anges de Bernard Werber, ainsi que des films comme Les ailes du désir de Wim Wenders et son remake hollywoodien City of Angels, sans oublier, dans le domaine socio-philosophique, La légende des anges de Michel Serres. Il me semblait évident qu'il fallait situer la triple figure ange-guide-montagne dans un phénomène de société au sens large du terme. Cette présentation provient de ce travail que j'ai repris, remanié et complété. Commençons donc par Séraphita de Balzac. Pour un grand nombre de lecteurs et de critiques, c'est une œuvre oubliée à juste titre tant son caractère mystique et invraisemblable ne paraît aucunement s'accorder avec le reste de la comédie humaine. Le fait que Séraphita ne soit plus réédité a également tendance à confirmer le jugement généralement négatif qu'on porte à ce texte. Mais certains critiques considèrent Balzac comme un précurseur, même un voyant, qui voulait rendre compte de la totalité de l'existence humaine et sociale, à la fois de la matière et de la pensée, de l'homme et de l'univers. Jacques Borel, en 1967, avait consacré un livre entier à ce roman, Séraphita et le mysticisme balzacien, étude qui demeure tout à fait juste.
Et Lucienne Frappier-Mazur a rappelé que Sérafita avait exercé sa fascination sur Gaston Bachelard et Mircea Eliade. D'autres études se sont intéressées à ce roman, par exemple celle de Frédéric Monneron, L'androgyne romantique, du mythe au mythe littéraire en 1994. On ne peut pas considérer Sérafita comme un roman de montagne, et Michel Ballerini ne l'a pas mentionné dans son étude sur le roman de montagne en France. Mais le sommet norvégien du Fallberg joue un rôle tout à fait explicite dans les 25 pages qui composent le premier chapitre de ce roman. Et si la montagne est plus métaphorique par la suite, elle y est de toute façon essentielle. Ce roman se passe en Norvège, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, pendant l'hiver 1799-1800. On peut le décomposer en 3 parties. Le premier chapitre dépeint une ascension à ski d'un sommet par Mina, une jeune femme peu expérimentée en montagne, que Séraphitus doit rassurer et encourager pour terminer l'ascension. Il faut cependant remarquer que Balzac n'emploie pas le terme de guide à l'endroit de Séraphitus, mais c'est bien cette fonction qu'occupe ce personnage, la figure d'un guide initiant une jeune femme à la haute montagne, ce qui sera d'ailleurs le thème de plusieurs romans de montagne, dont Matterhorn de Joseph Perret, La Grande Crevasse de Roger Frison-Roche, Les Vires à Balma de Daniel Grévoz, etc. Revenons à Sérafita. C'est à la fin du premier chapitre qu'un problème apparaît pour les lecteurs. Séraphitus avait jusqu'alors été vu par Mina sous les traits d'un beau jeune homme, mais au retour dans la vallée, les hommes du village perçoivent ce guide sous les traits d'une jeune fille, Séraphita. Mina est amoureuse de Séraphitus, Wilfrid, un jeune homme du village, est amoureux de Séraphita. Je sais que c'est peu crédible, mais c'est bien cela que Balzac présente. Séraphitus Séraphita est un personnage androgyne mystérieux qui se révélera être un ange. La deuxième partie du roman, de loin la plus longue, comprend des visites dans diverses maisons du fjord enneigé et de longues discussions sur la nature de Dieu, du temps, de l'esprit, etc. Discussions fortement influencées par la pensée de Swedenborg, théosophe suédois du XVIIIe siècle, chez qui tout a un sens spirituel dont seul Dieu a la connaissance complète. La troisième partie décrit la mort et la montée au ciel de Séraphita, une fois son œuvre accomplie. Son œuvre, c'est-à-dire le rapprochement et le mariage de Mina et Wilfrid, la double initiation masculine-féminine de Mina et Wilfrid qui est au cœur du roman de Balzac, initiation dont l'objectif est de développer les qualités masculines chez Mina et féminines chez Wilfrid, de manière à ce que leur union puisse leur permettre, comme le dit Frédéric Monneron, d'incarner l'image androgynique qui est potentiellement en chacun d'eux. Je reviendrai plus loin sur ce thème de l'androgynie. Un tel programme initiatique ne peut se passer dans un paysage neutre, et Balzac propose un lieu aux dimensions mythiques, une sorte de centre du monde métaphorique où toutes les oppositions se rencontrent et s'annulent. Tout d'abord, la cime du Fallberg est décrite par un superlatif. Je cite, « la plus aiguë de la Norvège ». Et à ses pieds, la violence de la mer est repoussée par une violence égale par la force d'inertie de la montagne. La force verticale de la montagne annule donc la force horizontale de la mer. Deuxièmement, le fjord que domine la cime du Fallberg est présenté comme un lieu d'harmonie où les forces horizontales venues des 4 points cardinaux trouvent leur résolution. Le mouvement de la mer venu de l'ouest et celui de la rivière venu de l'est, ainsi que ceux des tempêtes venues soit du pôle, soit du midi. Le résultat de l'annulation de ces oppositions est l'accumulation de 2 types de matériaux tout aussi symboliques l'un que l'autre. Je cite « des vieux sapins et d'antiques mélèzes vomis par la rivière et que les habitants du fjord retrouvent brisés, fracassés, quelquefois entiers, mais toujours nus et sans branches, ainsi que, je cite toujours, du sable fin parsemé de mica, de paillettes, de jolis cailloux, de porphyre, de marbre aux 1000 nuances amenés de la Suède par les eaux de la rivière, et de débris marins, de coquillages, fleurs de la mer que poussent les tempêtes. Le fjord apparaît donc à la fois comme un lieu aux connotations de mort, arbres fracassés, débris marins et coquillages, et de beauté, mica, paillettes, jolis cailloux. Dans ce contexte, on peut donc interpréter le fjord comme le lieu de dévoilement des caractéristiques essentielles, un lieu de purification, passage nécessaire avant l'ascension spirituelle.
S'élevant depuis le fond du fjord, la cime vertigineuse du Fallberg devient alors un lieu mythique, une montagne sacrée dans la lignée de celle que Samivelle a décrite dans Hommes, cimes et dieux. L'axe du monde, le pilier du ciel ouvrant à Séraphita les routes du ciel et de la terre. Après Séraphita, que devient-il de la notion de montagne sacrée et de la figuration de l'ange dans la littérature de montagne? En retrouve-t-on encore la trace, par exemple, dans Matterhorn de Joseph Perret, publié en 1936, c'est-à-dire 100 ans plus tard, ou dans Premier de cordée de Roger Frison-Roche, deux des classiques du roman de montagne? Je traiterai d'abord des images de l'ange et de l'androgynie dans Matterhorn de Joseph Perret. Quant à Premier de cordée, j'en traiterai dans la deuxième partie de cette présentation. Le roman de Joseph Perret commence par la célébration traditionnelle du 15 août à Zermatt. Des anges participent à cette procession et Perret accorde une grande importance à ces figures puisqu'il les mentionne 3 fois dans les 3 premières pages. Ce sont bien évidemment des enfants et des jeunes gens déguisés, mais Joseph Perret laisse planer le doute à ce sujet et ne clarifie la situation que la 4e fois lorsque le guide Jo-Marie aperçoit, je cite, « les ailes blanches de sa fiancée Wilanda ». Perret ne limite pas les images d'anges à la scène inaugurale de Matterhorn, puisqu'on en retrouve bon nombre d'exemples tout au long du texte, mais là, l'emploi de ces images s'applique surtout au guide assumant ses fonctions en haute montagne. Le miracle du guide s'accomplissait. Kate était enlevée à la terre, matériellement, comme les âmes que les anges des estampes ravissent sur leurs ailes au flanc des cathédrales. C'est nous qui soulignons en italique. Perret complète l'assimilation en indiquant que Kate met toute sa confiance dans ce guide ange sans vraiment comprendre ce qui lui arrive. La citation suivante reflète bien cette sensation de quitter un monde familier pour pénétrer dans un univers totalement autre. La corde tendue dans la lumière de la lanterne appelait Kate et la tirait. « Venez, venez toujours, là !» Montait-il depuis des minutes, depuis des heures, les autres lumières avaient disparu. À force de lever les yeux vers le rond de clarté dansante, de couler dans la ténèbre, d'en émerger, de retrouver Jo-Marie et de revenir à elle, Kate avait perdu la notion de la durée, de la hauteur, de l'objet même de son effort. Au fond de sa fatigue, elle éprouvait chaque fois la même notion d'abandon, de naufrage, de retour à la vie. Jeu qui semblait la lier, la relier à Jo-Marie comme son ange, son unique secours. Le bruit du torrent dans la profondeur s'était éteint. Sous l'obscurité laissée par les feux évanouis, Kate était seule avec Jo-Marie et déjà enlevée à la terre. La nuit, la confusion de la fatigue, l'étrangeté du lieu l'avaient elle-même changée. Il existe bien entendu de grandes différences entre cet extrait et les premières pages de Séraphita. Situation hivernale et ascension à ski pour le roman de Balzac et escalade estivale sur rocher pour Matterhorn. Mais on retrouve les mêmes notions d'éloignement de la terre provoquées par l'altitude et le même abandon d'un monde pour pénétrer dans un autre sous la conduite du guide. Ce passage est repris comme en écho une trentaine de pages plus loin d'une manière qui développe clairement les connotations mystiques qui étaient en puissance dans le premier extrait. L'ascension dans le mystère de la nuit et de la profondeur où la main de Jo-Marie la suspendait et l'enlevait, les lumières étoiles qui s'étaient levées au-dessus de son front comme pour l'appeler, le silence céleste, la hauteur d'un désert ouvert aux seules âmes, l'éloignement, l'oubli qui ensevelissait aux abîmes, avec la rumeur du torrent, la dernière rumeur de vie, la présence des morts l'avait confirmé dans son pressentiment d'un royaume, d'un monde dont Jo-Marie devenait l'ange, le compagnon de gloire, où les yeux de Jo-Marie devaient trouver le ciel qu'ils reflétaient, leur source, leur image, leur modèle de pureté. Matterhorn n'est pas le seul ouvrage de Perret dans lequel il emploie l'image de l'ange. On le retrouve également dans sa biographie de George Mallory, Mallory et son Dieu, publiée en 1947. Perret y cite le célèbre alpiniste britannique Geoffrey Witherp Young, qui décrivait Mallory auréolé de lumière en marche vers la cime suisse du Nesthorn en août 1909, scène qui, selon Perret, préfigurait la progression sur l'Everest de celui qui, je cite, s'élevait comme un ange dans sa lumière.
Ce bref parallèle est suffisant, je pense, pour montrer qu'il existe des échos évidents entre les images employées dans Séraphita et dans Matterhorn. Et nous verrons maintenant ce qu'il en est de la question de l'androgynie chez Joseph Perret. Si Seraphitus Seraphita possède une androgynie qui relève du domaine de l'invraisemblable, on pourrait penser qu'il ne saurait en être de même dans des romans de Montaigne modernes. En effet, en règle générale, comme Michel Ballerini l'a bien souligné, pour qu'un roman de Montaigne fonctionne à tous les niveaux, il faut qu'il effectue une description réaliste ou du moins vraisemblable du milieu, des personnages et de l'action. Donc, l'exploitation du thème de l'androgynie dans un roman de Montaigne est en théorie peu probable. Or, cette question nous réserve quelques surprises. En effet, dès les premières pages de Matterhorn, une des caractéristiques principales que Perry attribue aux jeunes guides est leur caractère efféminé, en particulier par rapport à celui des anciens guides. Les anciens restaient fidèles à l'humble vêtement de Mylène, à la moustache franque et au feutre des temps passés. Masques striés comme des noix sèches, ossatures énormes, corps tendineux et noués, ils étaient faits pour la patience, voûtés par le portage, ramassés pour grimper, pour crocher dans la glace et le roc, et pour hisser les lourds poids morts. Les jeunes, d'un tout autre modèle, avaient adopté les knickers anglais, la mode des visages glables, des cheveux nus, ou celle du feutre tyrolien. Silhouettes dégagées de l'épaisseur ligneuse, jets élancés du bois rustique, ils avaient été affinés, assouplis par le ressort et les vitesses élastiques de la neige. Des filles, grognaient les anciens. Les anciens lamentent la mort du métier de guide et l'arrivée de nouveaux héros tels que Rudy, le champion de ski, qui, je cite, aimait afficher ses succès de beau garçon, cheveux tirés, dents céramisées, vestes croisées, bas blancs de figure de mode pour publicité de sports d'hiver. Ce qui se dégage de ce portrait est un mélange de masculinité et de féminité, une alliance entre force et douceur. Perret parle d'un ange bûcheron à propos de Jo-Marie. Voici un autre exemple probant, parmi d'autres, dans Matterhorn, de féminité. S'appuyant de la main sur l'épaule dure et chaude de Jo-Marie, Kate leva l'un après l'autre ses souliers de plomb. Les mains de Jo-Marie, d'une douceur incroyable pour leur force, remontèrent le long des jambes de Kate avec la boucle de la corde, l'enserrèrent à la taille. « Je ne vous fais pas mal ?» De nouveau liée à Jo-Marie, Kate sentait le regard de son guide la parcourir et tourner autour d'elle comme le regard maternel d'une bête lèche et enveloppe son petit. Dans Matterhorn, comme dans Séraphita, le guide a une personnalité duelle, mélange de masculinité et de féminité qui résout les contradictions intrinsèques qu'on trouve dans les noms douceur et force et dans les adjectifs dur et maternel. Donc, si la dominante réaliste d'un roman de Montaigne interdit la présence effective d'un ange sur terre, ou le même niveau d'androgynie qui est présent dans Séraphita, il est indéniable qu'on en retrouve néanmoins des échos importants dans le texte de Joseph Perret. Ces échos sont affaiblis et il faut sans doute les mettre en rapport avec le phénomène de déreligiosité qui s'est produit dans la société française au cours des 100 ans qui séparent Séraphita de Matterhorn. Après la première dégradation de la figure de l'ange que nous avons remarquée entre le roman de Balzac et celui de Perret, nous verrons une deuxième étape dans cette dégradation dans la deuxième partie de cette présentation. En effet, dans la littérature de Montaigne, la figure de l'ange n'apparaît plus qu'épisodiquement et rapidement dans des nouvelles et non dans des romans. Mais les éléments communs à Séraphita et Matterhorn, caractère sacré de la montagne, caractère angélique, androgynie du guide, etc., peuvent néanmoins servir d'éléments d'analyse à ces autres fictions de Montaigne. Rendez-vous donc dans la deuxième partie de cette présentation.